L'UFC 296 a eu lieu le week-end dernier. La dernière soirée de l'UFC de l'année s'est achevée sur la victoire logique de Leon Edwards par décision contre Colby Covington. Même si c'était loin d'être le combat de l'année, Rocky n'a jamais été inquiété et sa ceinture des poids welter est plus que jamais solidement attachée autour de ses hanches. Si vous avez vraiment suivi le week-end en profondeur, vous savez que l'Anglais a été élu combattant de l'année vendredi soir. Pour ceux qui se demandent comment cela était possible puisque l'UFC 296 n'avait pas encore eu lieu, ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas de manigance. Cette récompense a simplement été accordée sur une période différente qui inclut l'UFC 278. Aujourd'hui en revanche, nous allons uniquement nous concentrer sur l'année civile 2023, donc de janvier à décembre. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et aujourd'hui, essayons de voir qui est le combattant de l'année 2023. Il est important de préciser que quand je demande qui est le combattant de l'année 2023, je ne parle pas concrètement de qui est le meilleur dans la cage, mais bien de qui a eu la meilleure année. Une bonne année se caractérise par de grosses victoires avec la manière et des forts accomplissements à la fois dans l'octogone et en dehors. Ce que j'entends par en dehors, c'est de savoir si ce succès se traduit par une popularité accrue et un boost médiatique. Par exemple, si on se concentrait uniquement sur les combattants français, Benoît Saint-Denis a clairement eu la meilleure année parmi les Français, avec 3 victoires et avec l'engouement qu'il a généré. Mais si on me demandait quelle victoire d'un combattant français est la plus importante de l'année, je me tournerais plutôt vers Manon Fiorot qui a littéralement battu une ancienne championne du monde quoi qu'on pense de la manière. Vous l'aurez compris, cette vidéo est l'occasion de revenir sur l'année 2023 tout en mettant en lumière les combattants qui en ont fait une belle nouvelle année pour le MMA mondial. Comme souvent dans ce genre de sujet, on va essentiellement parler de l'UFC, mais je tenais à faire quelques mentions honorables pour des combattants d'autres promotions. À dire vrai, surtout pour des combattants du Bellator, 2 pour être précis, Johnny Eblen et Patchy Mix. Eblen s'est un petit peu plus affirmé comme étant le meilleur poids moyen hors de l'UFC cette année. Il a très largement dominé Anatoly Tokov en février avant de décimer Fabian Edwards, le frère de Leon, en septembre lors du Bellator 299 à Dublin. Une vraie belle performance que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas déjà vue. De son côté, Patchy Mix a effectué une superbe percée cette année. 2 victoires, il a remporté le Grand Prix des poids coqs du Bellator, la ceinture intérimaire, puis la ceinture incontestée, et surtout, il a soumis Sergio Pettis il y a quelques semaines, ce qui est sa victoire la plus significative depuis le début de sa carrière et de loin. À l'heure où les champions des poids moyens et des poids coqs de l'UFC ne font pas exactement l'unanimité auprès des fans, pas mal de spectateurs regardent vers ces 2 hommes en se demandant s'ils ne sont pas les meilleurs du monde de leur catégorie respective. Et même si je ne pense pas que ce soit le cas, ça en dit quand même long sur la qualité de leur année 2023. Pour ce qui est du PFL, je dirais que tous les vainqueurs de tournois ont eu une belle année à n'en pas douter, mais que le niveau d'opposition est globalement trop faible pour être de vrais challengers au titre de combattant de l'année. Mention spéciale pour Magomed Kerimov, qui est l'un des rares combattants du PFL que je serais curieux de voir à l'UFC. Le reste des vainqueurs de tournois a affronté des adversaires trop faibles pour que je les considère, mais ils se consoleront assez facilement avec leur chèque d'1 million de dollars. Du côté de l'Asie, c'était une année un peu morte au niveau du MMA pour le One Championship, mais au Rising, il y a eu quelques très bons shows. Je me contenterai de citer les noms de Chihiro Suzuki et de Juan Arculeta qui ont fait de très bonnes performances cette année en restant invaincus en 2023 avec des victoires significatives. Mais évidemment, une fois que tout cela est dit, c'est vers l'UFC qu'il faut se tourner pour trouver le meilleur combattant de l'année. Alors, commençons à décompter tout ça. Évidemment, ce serait un peu long de parler de tous les combattants qui ont gagné plusieurs affrontements cette année, donc je vais établir une règle simple pour commencer. Pour être considéré comme le combattant de l'année, il faut avoir remporté une ceinture de champion du monde. C'est une règle assez sèche, mais dans une promotion avec autant de combattants et de soirées, une ceinture est un bon moyen de trancher. Il y a bien sûr eu des combattants qui n'ont pas touché la ceinture et qui ont quand même eu des très bonnes années. On peut parler de Justin Gaethje vu que la ceinture BMF ne compte pas, de Shelton Almeida chez les poids lourds, de Shavkat Rakhmonov qu'on a encore vu ce week-end, de Dricus du Plessis ou encore de Brendan Allen et bien d'autres. Mais par souci de clarté, concentrons-nous sur les combattants qui ont eu un titre en 2023. En 2023, 17 athlètes différents ont eu leur main sur une ceinture de champion incontesté ou sur une ceinture intérimaire. C'est un nombre de combattants avec lequel il est beaucoup plus simple de travailler et on va même pouvoir l'affiner assez rapidement. On va d'ailleurs commencer par retirer les combattants dont il semble évident à mes yeux qu'ils ne seront pas dans la conversation du meilleur combattant de l'année. A commencer par Yair Rodriguez. Très belle performance lors de l'UFC 284, mais il s'est fait surclasser par Volkanovski en juillet. Il a combattu 2 fois cette année, n'a remporté qu'un seul succès, et même si Josh Emmett est un combattant extrêmement solide, comme Bryce Mitchell vient de l'apprendre brutalement, une victoire contre lui ne peut pas suffire pour être dans le débat du combattant de l'année. En parlant de Volkanovski d'ailleurs, je pense qu'il est assez évident qu'on ne le prendra pas en compte dans le débat non plus. Malgré une guerre incroyable contre Islam au début de l'année, il faut regarder son exercice 2023 dans sa globalité, et avec 2 défaites en 3 combats, il n'est pas possible de l'évoquer sérieusement. Aussi valeureux fut-il d'accepter un short notice lors de l'UFC 294, il a perdu très sèchement, et l'année 2023 n'a pas été simple pour lui. Il a réussi à défendre son titre, ce qui n'est jamais simple, mais ce n'est pas suffisant pour le laisser en suspens. Je vais ensuite faire un groupement de combattants que j'appellerai un combat mais c'est tout. Il s'agit d'une liste de combattants qui sont apparus qu'une seule fois cette année et qui ont remporté cette sortie. Même si c'est toujours impressionnant de remporter ou de défendre une ceinture de champion du monde, il y a trop de combattants qui en ont fait plus cette année. Dans cette catégorie, j'inclus donc John Jones qui a fait son retour lors de l'UFC 285 et a battu notre français Cyril Gane pour devenir champion des poids lourds, Jamal Hill qui est devenu champion des lourds légers en tout début d'année et s'est malheureusement blessé par la suite, Sean O'Malley qui a mis fin au règne d'Aljamain Sterling à la surprise générale et qui est devenu champion des poids coqs, Amanda Nunes qui a combattu une dernière fois contre
contre Irene Aldana en juin avant de prendre sa retraite, et Zhang Weili qui a absolument massacré Amanda Lemos en août pour conserver sa ceinture. Une fois que cela est fait, il nous reste 10 noms, mais comme vous vous en rendez compte, il y a encore dans cette liste des combattants qui ont connu la défaite. Je vais faire un point tout de suite. D'une manière générale, je pense qu'il est possible d'être le combattant de l'année, même en ayant perdu, surtout quand on perd dans une catégorie au-dessus de la sienne par exemple, mais tous ces combattants ont eu une défaite un petit peu trop significative pour que je ne les conserve dans le débat. Brandon Moreno a perdu sa ceinture des poids mouches dans le combat de l'année contre Alexandre Pantoja, et même si je pense qu'il combattra de nouveau pour la ceinture en 2024, il ne peut pas non plus être dans la discussion pour 2023. Aljamain Sterling a aussi perdu son titre après un règne très sous-coté et il devrait faire ses débuts en poids plume très bientôt. Cette année, il a tout de même battu Henry Cejudo par décision, mais sa défaite contre Sean O'Malley est bien trop cinglante et c'est d'ailleurs l'un des moments les plus significatifs de l'année au global. De son côté, Israel Adesanya a eu une année 2023 très mouvementée. Après avoir remporté le succès le plus important de sa carrière contre Alex Pereira en début d'année, il a perdu dans l'une des plus grosses surprises de 2023 contre Sean Strickland. Kevin Jousset a laissé entendre à mi-mot qu'il serait de retour en 2024 et bien sûr pas en 2027 comme il l'avait dit. Enfin, on en vient à celui qui a eu la meilleure année parmi les champions ayant une défaite à leur palmarès, Alex Pereira. Le Brésilien a un peu plus posé son empreinte sur le MMA mondial en remportant une ceinture dans une deuxième catégorie de poids et avec la manière. Il y a deux raisons qui font qu'il ne sera pas dans la discussion en revanche. C'est d'abord cette défaite contre Adesanya lors de l'UFC 287, mais également ce combat extrêmement serré contre Jan Blachowicz. C'est presque agaçant de voir à quel point il est fort, car en tant que fan de MMA, il donne presque le sentiment que le sport est trop simple, mais en tout cas, il continue de m'impressionner combat après combat et c'est une superbe année 2023 de sa part honnêtement. Son affrontement contre Jamal, il a beaucoup plus de potentiel que beaucoup de personnes ne le disent, et j'ai d'ailleurs hâte de voir s'il va même se faire parce que Jamal a des petits problèmes juridiques ces temps-ci, comme vous l'avez peut-être vu passer. On a maintenant affiné la liste à 6 noms, mais il y en a 2 qui vont nous quitter immédiatement car à mon sens, ni Alexa Grasso ni Thomas Pinal ne peuvent être considérés dans la liste. Pour Grasso, je pense que c'est assez évident, mais c'est cette égalité contre Shevchenko qui lui fait défaut. Quoi qu'on pense de la décision, il faut faire avec ce qu'on a sous le coude et c'est une victoire et une égalité en 2023 pour la Mexicaine. Évidemment je chipote, mais on approche du sommet donc ce sont les petits détails qui vont faire la différence. Sa victoire de l'UFC 285 était une belle surprise et les deux combattantes auront bientôt l'occasion de compléter la première trilogie féminine de l'UFC de l'année prochaine. Pour Aspinall, il souffre également d'un détail qui est le caractère intérimaire de sa ceinture. Il a eu une année exceptionnelle avec 2 victoires et ce titre, mais évidemment l'ombre de John Jones plane toujours sur la division. C'est légèrement malhonnête de ma part, je le confesse, puisque tout le monde se doute que John ne défendra sa ceinture que contre Stipe avant de prendre sa retraite et que ce n'est probablement qu'une question de temps avant que ce titre intérimaire ne soit transformé en ceinture à contester, mais je fais les choix avec les informations qui sont à ma disposition. Ce que j'ajouterais pour appuyer cette décision en revanche, c'est que des 5 combattants restants, il est probablement celui qui a affronté l'opposition globale la plus faible. Avec tout le respect que j'ai pour Marcin Tybura, ce n'est pas exactement un des tout meilleurs au monde et ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que la perspective du public sur Sergei Pavlovich aura pas mal changé l'année prochaine. Aussi impressionnant soit-il lorsqu'il combat Derrick Lewis et Tai Tuivasa, je pense que lorsqu'il va affronter des adversaires un peu plus rodés techniquement, il aura toujours un peu plus de mal. Une fois que cela est dit, nous voilà avec les 4 combattants éligibles au titre de combattant de l'année et sincèrement, je pense qu'une autre raison qu'un de ces 4 là est fausse. On va donc voir ce qui fait de chacun de bons candidats et ce qui leur fait défaut puis je vous donnerai mon choix final. On va commencer par Leon Edwards qui sort d'une victoire contre Colby Covington. Dans la cage, c'est un sans faute pour Rocky cette année. Il s'est sorti d'un combat pas simple contre Kamaru Usman en mars et il a remporté une décision très tranquille le week-end dernier. Leon est doucement en train de s'affirmer comme l'un des meilleurs poids welter de tous les temps et avec quelques victoires supplémentaires, qui sait quel regard on portera sur sa carrière dans sa globalité. Ce qui fait défaut à Leon, c'est évidemment son style de combat. Il combat à l'efficience et par moments, il manque un petit peu d'impact. Je pense que certains fans sont d'autant plus frustrés par ses performances qu'il a montré lors du deuxième combat contre Usman qu'il avait de quoi assommer n'importe qui avec un coup. Mais il faut admettre que Leon n'a pas forcément eu les meilleurs partenaires pour proposer des combats déjantés cette année. Kamaru était clairement sur le reculoir lors de l'UFC 286 et Colby n'a pas mis du volume et de la pression comme il le fait d'habitude. Je pense aussi que son manque de personnalité générale lui fait défaut. Ce n'est pas tant que ça compte tant que ça lorsqu'on étudie ses accomplissements, mais les semaines où il combat manquent un peu d'engouement et je parle pour moi personnellement, mais il n'a jamais été le combat que j'ai le plus attendu des 2 pay-per-view qu'il a main eventé cette année. Superbe combattant et superbe année, mais qui manque globalement d'un peu de saveur à mes yeux. On passe ensuite à l'un des invités surprises de 2023, le Brésilien Alexandre Pantoja. En voilà un que je n'ai pas du tout vu venir, mais quelle incroyable année pour lui. 2 victoires, une pour remporter la ceinture et une pour la défendre, mais ce qui marque surtout pour son cas, c'est la manière. Je ne le dirai jamais assez, mais son combat contre Brandon Moreno lors de l'UFC 290 est assez clairement le meilleur de l'année à mes yeux et l'un des meilleurs de tous les temps. Contre Brandon Royval le week-end dernier, il a montré qu'il était bel et bien le meilleur poids mouche du monde sans l'ombre d'un doute. J'espère que l'UFC fera un effort de promotion pour lui comme ils l'ont fait avec Moreno, parce qu'un combat entre les deux hommes peut faire beaucoup de bruit s'il est bien vendu. C'est d'ailleurs un peu ce qui lui fait défaut pour le moment. Son combat contre Royval était probablement le moins attendu de la carte principale initiale de la soirée, avant le remplacement du combat de Yan Gary bien sûr, ce qui en dit long sur le travail qu'il doit faire de ce côté-là. Superbe année pour lui aussi, aucun finish, c'est dommage, mais comme on sait, la division des poids mouches a un taux de finish un peu plus faible que les autres. J'espère qu'il affronte de nouveau Moreno l'année prochaine et qu'il y aura une revanche entre Manel Kape et lui dans le futur.
Et si Alexandre Pantoja est une apparition surprenante dans ce débat, celui que personne, et je dis bien personne, n'avait vu venir au début de l'année, c'est bien sûr Sean Strickland. C'est une chose d'être un rookie et d'émerger dans les premières années de sa carrière, mais ça va bientôt faire 10 ans que Sean est à l'UFC et la percée sportive et médiatique qu'il a réalisée en 2023 est exceptionnelle. Ce qui donne encore plus de relief à son année selon moi, c'est qu'il a accepté de combattre 2 fois en short notice contre Nassourdine Imavov et contre Israel Adesanya, et que même si Abou Magomedov ne s'est pas révélé être le contender que beaucoup pensaient qu'il serait, personne ne voulait l'affronter et il ne faut pas l'oublier a posteriori. Et évidemment, le gros morceau de son année, c'est cette victoire contre Adesanya lors de l'UFC 296. Non seulement c'est un gros succès en tant que tel, mais la manière était extrêmement impressionnante. Strickland a submergé Adesanya, ce qui n'avait pas été fait jusque-là, à part peut-être par Blachowicz, et il a vraiment l'air d'un champion du monde légitime à mes yeux, quoi qu'en pensent certains. Je pense que ce qu'auront à redire certaines personnes, c'est qu'il n'a peut-être pas affronté le plus haut niveau d'opposition qui soit cette année. Je ne vais pas mentir, je pense que Magomedov n'était pas au niveau qu'on l'attendait, mais je maintiens que sa victoire contre Nassourdine va bien vieillir. Quoi qu'il en soit, super année pour lui, probablement une année charnière pour le restant de sa carrière. Ce que j'entends par là, c'est que je doute qu'il finisse 2024 en tant que champion du monde, mais grâce à ce qu'il a accompli cette année, il restera probablement toujours dans des gros combats, et il s'est assuré un avenir financier stable, donc bravo à lui. On arrive au dernier combattant, et pas des moindres, Islam Makhachev. C'est une année complète pour Islam, qui a défendu sa ceinture 2 fois contre Alexander Volkanovski. Évidemment, il y a des circonstances qui entourent les deux combats, et comme je sais que vous ne manquerez pas de les évoquer dans les commentaires, je vais m'en charger moi-même. Le premier combat entre les deux hommes est très serré, et certains ne sont pas d'accord avec la décision. Même si c'était effectivement un combat très compétitif, je pense que la victoire d'Islam est assez claire. Il n'a pas largement battu Volkanovski, mais il en a assez fait pour l'emporter assez clairement selon moi. La deuxième critique qui a un petit peu plus de substance à mes yeux, c'est le short notice de l'UFC 294. Effectivement, Volkanovski n'est pas arrivé à 100% et ça fait probablement partie des explications du résultat final. Mais ça n'enlève pas du tout le crédit pour Islam. Le finish est très impressionnant et il est la démonstration des progrès colossaux qu'il a fait en striking depuis ses débuts. Surtout que ce n'est pas de sa faute si Charles s'est blessé et que son adversaire a dû être changé en dernière minute. J'espère que son envie actuelle de monter d'une catégorie de poids ne se réalisera pas de suite. Je crois qu'il lui reste beaucoup d'adversaires à affronter avant ça et je ne suis pas très fan de cette nouvelle obsession des combattants de devenir double champion du monde avant d'avoir fini leur catégorie. On en vient maintenant à mon choix et roulement de tambour. Mon choix pour cette année est Sean Strickland. Je pense que Sean a fait l'année parfaite dans son étrangeté qui lui est propre. Ce que j'entends par là, c'est qu'il a cumulé les résultats sportifs avec une explosion de popularité tout en restant conforme à lui-même. Et après une ère de combattant un peu fade et édulcoré en termes de personnalité, je pense qu'il a été un vrai vent d'air frais cette année. Une fois que cela est dit, c'est un peu un cauchemar de relations publiques aussi, et je ne pense pas qu'il soit très simple à gérer pour l'UFC. On en a encore eu un exemple lors de son altercation avec Dricus du Plessis le week-end dernier. D'ailleurs, l'intérêt pour ce combat s'est multiplié en 2 jours à peine, c'est assez impressionnant. Sean a montré qu'il était prêt à combattre tout le temps et contre n'importe qui, ce qui est assez rare pour le souligner. J'ai couvert son cas dans une vidéo qui reste la plus vue de ma chaîne à ce jour, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà pour aujourd'hui, dites-moi qui vous pensez être le combattant de l'année, je vais profiter de la pause de l'UFC pour revenir sur les moments forts de l'année 2023 dans quelques vidéos, mais n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ça vous a plu. C'est donc cette année on a eu quelques nouvelles têtes et pas mal de renouvellements au niveau des champions et des catégories, donc c'est pas mal du tout. C'était une super année pour les Français aussi, que ce soit l'UFC ou ailleurs, et je suis assez optimiste pour 2024. Prenez soin de vous les gars, on se reparle bientôt, salut.